Il y a eu des passerelles qui ont été tendues par mon frère de gauche et ensuite le frère Semedo. Et ce sont des vraies perches qui ont été tendues. Alors, il y a une continuité. On a affaire à des essais au milieu et à l'extrême gauche et on tombe sur un recueil de nouvelles. Il y a pas mal de choses qui ont été dites que j'essaie de reprendre dans ce recueil de nouvelles, mais on va dire sous la forme de narration, c'est de l'imagination. Il y a 11 nouvelles au total que l'Harmattan a bien voulu publier. Et sur les 11 nouvelles, on va dire qu'il y en a à peu près 5 qui sont des faits réels. Ça se passe en Afrique. Aucun pays existant en Afrique n'est nommé. Et j'ai été agréablement surpris de voir que des ressortissants du Congo, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire qui ont lu ces histoires se sont toutes retrouvés. Même des gens qui ont quitté le continent il y a 20 ans, voire il y a 30 ans, chacun a eu sa petite histoire là-dedans. Donc effectivement, j'ai intitulé Les malades précieux. C'est issu d'une conversation que j'ai eue avec un frère qui m'en avait parlé. Je ne savais même pas que le terme existait. Et effectivement, c'est une culture qui existe dans certains de nos pays. On connaît les conditions sanitaires, on ne va pas y revenir, en tout cas pas maintenant, parce qu'il n'y a pas assez de temps, peut-être lors des échanges. Et résultat des courses, dans un pays, par exemple, comme le Congo, il y a des budgets qui sont déjà prévus, qui sont débloqués automatiquement lorsque certaines personnalités, en fonction de leur rang, tombent malades. Et ces gens se font accompagner. J'ai été très content que certaines lectrices et certains lecteurs m'ont dit, mais dit plutôt, en tant que médecin, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Le bon sens nous pousserait à condamner cela, en disant, mais pourquoi il n'y a pas d'hôpitaux chez nous? C'est également le message qui est porté dans cette nouvelle précisément. Et ceux qui l'ont déjà lu, ceux qui liront, ils s'en rendront compte d'ailleurs parce que ce médecin, à un moment donné, quand il est à Paris, il a fini d'accompagner son malade précieux, il se fait sérieusement sermonner par un aîné qui est là depuis très longtemps, qui lui dit « Tu me fais honte. Tu as occupé de très hautes fonctions ici, tu as étudié en France, tu es professeur agrégé de médecine, dans ton service tu étais très respecté, tu rentres au pays et voilà, tu passes ton temps à accompagner des gens. » Alors, la somme, je n'ai pas voulu en parler parce que ce n'est pas le but. Que la personne perçoive 1 000 ou 3 000 ou 5 000 euros, c'est juste un message. Et 2 petites précisions concernant Bouteflika, puisque c'est de lui qu'il s'agit, et Hugo Chavez. Que Bouteflika vienne se faire soigner ici, je suis désolé, moi je n'approuve pas. Et moi je préfère copier ce qui est bon, plutôt que copier ce qui est mauvais. Hugo Chavez, par contre, j'approuve. Pourquoi? Parce que Hugo Chavez arrive au pouvoir en 1992. Il y a très peu d'hôpitaux. On ne forme pas un médecin en 3 ou 5 ans. Hugo Chavez finit par tomber malade. Hugo Chavez est vénézuélien et Cuba et Venezuela, ils ont la même histoire. Je me mets à la place de Chavez, je serais président, je raconte n'importe quoi, d'un pays appelé Mbanzandunga, ça ne me poserait aucun problème d'aller me faire soigner à Lusaka parce que pour moi, la Zambie, c'est mon pays, c'est chez moi. Donc Hugo Chavez, pour moi, il n'est pas condamnable. Par contre, c'est Bouteflika qui est condamnable. Et dans ce livre, il y a des petits Bouteflika, pour ceux qui l'ont déjà lu, on a les histoires qui concernent la jeunesse africaine. Parce que c'est surtout la jeunesse africaine dont il est question. Les jeunes étudiants qui n'arrivent pas à étudier parce que les conditions ne répondent pas ou simplement ils n'ont pas d'argent. On a le cas de ce jeune sous-officier qui a fait de belles études, mais faute de soutien, il n'a pas pu aller plus loin. Il lui manque juste un passeport pour aller compléter sa formation hors du continent, puisque c'est la tradition. Il faut aller se former hors du continent. Pourquoi? On connaît les raisons. Mais il n'a pas l'argent pour se payer un passeport. Il est obligé d'aller voir un parent qui, lui aussi, est une très grosse légume et qui le fait balader comme je ne sais quoi. Ce sont des histoires que chacun de nous connaît à plus ou moins brève échéance. On a connu ça à l'âge de 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 35 ans. Et c'est ce que j'ai essayé de reprendre. Effectivement, il y a des questions de sanitaire, des questions de pathologie. Ce ne sont pas forcément des leçons à donner. En tant que médecin, effectivement, tu es très bien placé pour en parler. Moi, c'est plutôt un regard extérieur. Je retrace parce que ça, c'est un fait réel. C'est un grand frère pour moi, je le connais très bien. Il a fini par devenir l'amant d'une dame qui est la meilleure amie de sa grande sœur.
Et pourquoi? Parce que celle-là est la énième maîtresse d'un homme politique qui est haut placé, qui va de temps en temps la voir peut-être une fois par trimestre ou autre. Et la nature ayant horreur du vide, elle a fini par prendre ce qu'elle, voilà, comme on dit, le cabri il broute l'herbe là où il est attaché. Ce sont des réalités. Et je ne vous cache pas qu'il y a quelques mamans qui ont lu ça là-bas et j'ai eu des réactions assez mitigées. Pourquoi tu parles de ce genre de choses? C'est une honte, il ne faut pas en parler. Moi, je leur dis, ça existe ou ça n'existe pas? Mais c'est aussi les messages qu'on essaie de porter en tant que narrateur. Je vois dans la salle ici, il y a des gens qui sont passés avant moi. On dit souvent que celui qui écrit un roman, celui qui écrit une œuvre de fiction, il ment. Certes, on peut mentir, mais il y a un terreau qui est là. Il y a un terreau qui est fertile et la réalité africaine, et quand je dis africaine, c'est le milliard d'habitants de notre continent, aussi bien que nos frères de Haïti et autres, c'est d'une richesse incommensurable. C'est d'une richesse incommensurable parce que là, il a fallu vraiment faire une sélection et encore, il a fallu s'arrêter. Sinon, c'est toute une encyclopédie que j'aurais pu raconter tellement il y a des choses que nous vivons. Il y a l'aspect politique, évidemment, c'est inévitable. Le frère a commencé à lancer le premier pavé. Quand le frère Raymond Semedo dit « je vais énerver », non, on ne va pas s'énerver, c'est la réalité. C'est la réalité. La question du franc CFA, elle n'est pas directement évoquée, mais en filigrane, elle revient. Pourquoi aujourd'hui, 53 ans après les indépendances formelles que nous avons, nous gardons notre argent ici? Ce sont des questions qui reviennent régulièrement. Pourquoi ces jeunes étudiants, à un moment donné, sacrifient leur cours pour essayer de vendre un morceau de pain et pour aller au Canada, chez le frère qui est là au centre? Parce que c'est ça la réalité dans nos pays. Canada, États-Unis, la France, ainsi de suite. Nous pleurons, nous sommes tristes pour ça. Nous envoyons beaucoup d'argent à nos frères et nos sœurs là-bas. Et certains ne font que ça tous les jours. Dès qu'il y a assez d'argent, il va demander un papier pour venir étudier ici, ainsi de suite, au Canada et les États-Unis. Mais en final de compte, qu'est-ce que ça va nous rapporter? Merci bien. Voilà. Merci bien. Mais allons-nous simplement se contenter de faire le constat où, à un moment donné, on va être amené à commencer des actions, fussent-elles minimes, fussent-elles petites, d'abord des actions de remise en question profonde, intrinsèque et substantielle de nos communautés, de nos sociétés. Donc ma question c'est, quelle est la démarche aujourd'hui? Vous qui allez sur le terrain, qui vous étiez avec les mamans dans les champs au Congo, est-ce qu'aujourd'hui on peut, au travers de vos entretiens avec ces dames-là, avec ces fondements de la société, on peut réellement mettre le pied dans le plat de tous les maux qui entravent la société africaine, à savoir l'éducation? Quelle est la place que l'éducation a aujourd'hui, ces dames-là apportent à l'éducation, l'émancipation, les droits de la femme par rapport à la société, et tous les mots, la santé, l'accès à la santé, tous les mots qui tournent autour d'une émancipation, d'abord embryonnaire familiale. Comment aujourd'hui on peut envisager cela en Afrique sans se contenter simplement d'une production de savoir de la diaspora à l'étranger? La deuxième question, je m'adresse à la deuxième intervention qui a été faite par M. Semedo, qui est aussi tout à fait brillant et qui met encore le pied dans un vrai problème. Ce ne sera pas une question, ce sera simplement apporter une précision à cela. Tout à l'heure, sur France 5, je regardais une émission sur la médecine de l'après-midi où on nous montrait un laboratoire qui est en Belgique qui traite des animaux à venin. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé où on extrait, cet laboratoire-là extrait des venins de ces animaux-là pour justement mettre à part une des molécules qui peut intervenir dans la guérison de beaucoup de maladies. Et l'un des animaux à venin qu'ils ont mis en avant, c'était la vipère du Gabon, qui est un animal extrêmement venimeux et que le venin contient des molécules extrêmement importantes qui peut entrer dans la guérison de beaucoup de maladies graves. Moi, je me pose la question suivante. Comment ça se fait que pendant des siècles et des siècles, nous avons vécu avec ces vipères-là autour de nous? Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire de ces trucs-là. Et c'est en Occident qu'on trouve une application concrète de leur venin. Quelque chose qui semble être complètement nocif pour la société, trouve une application ici pour sauver des vies, simplement parce qu'à un moment donné, on ne s'est pas contenté de vivre avec ces vipères-là, on ne s'est pas contenté de les tuer, mais on s'est dit à un moment donné, je suis dans un environnement, comment je peux faire pour tirer le meilleur de l'environnement dans lequel je suis? Et ça, cela est possible qu'avec l'enseignement, qu'avec l'éducation. Quand les gens ne sont pas éduqués, ils ne peuvent pas tirer quoi que ce soit de l'environnement dans lequel ils sont inscrits. Merci beaucoup, Madame Yeno.
Intervention très percutante, qui ne m'étonne pas du tout. Hein. Ce que je peux compléter, c'est vrai qu'elle est offusquée d'entendre des noms qui nous viennent de la Grèce. Ne nous compliquons pas la vie. Je ne suis pas égyptologue, je ne suis pas spécialiste, mais ces gens ont été formés chez nos ancêtres en Égypte antique, ou Égypte pharaonique, appelons ça comme on veut. Ils sont allés puiser là-bas, ils ont amené chez eux, et ils ont fini par créer cette civilisation dont malheureusement nous sommes très nombreux à être friands matin, midi et soir. Ça, c'est une réalité. Donc, quelque part, quand on cite ces noms-là, que je ne vais pas citer, on rend quelque part aussi hommage à nos ancêtres, même si on ne donne pas leur nom. Ça, c'est d'une part. Concernant donc le cas de ce serpent, j'ai eu l'expérience l'an dernier, il y a une dame au Congo qui souffrait du cancer. Elle avait le cancer de l'utérus, un cancer qui est assez fréquent. Et il y a une autre dame qui lui a dit, je connais une maman qui soigne traditionnellement cette maladie. Va la voir. Elle est allée la voir. Elle n'a pas eu la décence de rappeler la dame qui l'avait recommandée pour donner les résultats. Elle va finir par décéder dans les mois qui ont suivi. Et ses propres enfants ont fini par dire, ils ont ouvert la boîte de Pandore, la dame en question, juste après l'avoir auscultée, lui a dit, tu es condamné. Demande à tes enfants de ne plus gaspiller de l'argent à t'envoyer ça. Et là, tu es condamné. Cette dame travaille avec quelques médecins. Je dis bien quelques médecins parce que j'ai passé quelques coups de fil. Ce bouquin était déjà terminé, mais ça peut aussi faire l'objet d'un autre livre un jour. Elle a laissé ses enfants continuer à dépenser de l'argent. Elle n'avait pas confiance en cette dame, comme d'autres médecins n'ont pas confiance en cette dame. Je ne serai pas aussi péremptoire que le frère Semedo en disant que les médecins ne veulent pas discuter avec les guérisseurs, mais c'est une réalité. On ne peut pas prendre des gens pendant des siècles, les chrétiens, 4 siècles de trafic négrier, les musulmans, 13, 14 siècles. Ensuite, on dit c'est la colonisation et nous allons sortir indemnes. C'est impossible. Moi, je connais des gens qui ont été musulmans qui me disent j'ai arrêté l'islam à 14 ans, ils ont 60 ans aujourd'hui, mais il leur arrive encore de dire Hamdoulilah, même s'ils n'y croient plus, parce qu'il y a toujours quelque chose qui reste en nous. Et prenons le cas de la Tunisie, je monte un peu en Afrique du Nord. Habib Bourguiba a dirigé ce pays. Ce monsieur a fait des études de droit, il détestait l'économie. Quand il nommait un premier ministre, c'était toujours un économiste et il lui disait « je te fais confiance, mais le jour où tu déconnes, pardonnez l'expression, tu es viré ». Et un jour, son premier ministre avait décidé d'augmenter le prix du pain. Il a dit « tu es sûr que ça sera ?» Il dit « oui, c'est une bonne mesure ». Il a augmenté le prix du pain, il y a eu des émeutes, il a viré. Pourquoi il a augmenté le prix du pain? Parce qu'il est allé voir les gens à Washington qui ont dit « il faut augmenter le prix du pain ». Donc la grande question par rapport à toutes les questions que vous avez posées à mes deux frères et indirectement également à moi, c'est qui décide? Parce que je veux bien qu'on parle des programmes scolaires, mais qui décide? Qui prend la décision? Aujourd'hui, quand je prends la décision pour moi, sur ma famille, je suis responsable, je suis comptable. Mais quand un ministre va se balader en Europe, il est reçu de cabinet en cabinet, il rentre, il prend des décisions. Ce sont des documents qui sortent des tiroirs. Et il n'y a aucune emprise. Nous avons tout pour nous soigner en Afrique. Nous avons tout. Merci. Il ne nous manque rien. Merci bien. Juste rebondir sur ce que le frère a dit, parce que quand il a dit, quand on parle d'Égypte antique, il faut montrer, ce n'est pas le lieu, on aura peut-être l'occasion, mais ce ne sont pas les textes qui manquent. Nous avons d'éminents chercheurs, d'éminents scientifiques qui ont fait un travail considérable en se basant, entre autres, sur ce que eux-mêmes, les Occidentaux, ont dit lorsqu'ils sont arrivés chez nous sur le continent. Le premier qu'on peut interroger, c'est Hérodote, que les gens considèrent comme le père de l'histoire. Il est arrivé, il a vu, il n'a pas vaincu, il a rapporté, et tout a été dit. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. La théorie et la pratique. J'ai pensé, dès que le frère Dibankana parlait tout à l'heure, à Amical Cabral. Pourquoi lui? Il a théorisé, et il est allé sur le terrain, il a formé des femmes et des hommes au maniement des armes. Ingénieur agronome qu'il était, il a formé des hommes et des femmes au travail de la terre. Il a fait les deux. Cuba a voulu l'aider. Il a dit à Cuba, et c'est l'un des rares leaders politiques africains qui ait osé le dire, les hommes et les femmes, pour prendre les armes, nous en avons. Ce qui nous manque, ce sont les armes. Nous n'avons pas d'armes. Cuba a donné les armes. Et la Guinée-Bissau et le Cap-Vert ont été libérés grâce au sang des Africains. Une partie des armes est venue de Cuba, mais voilà un homme qui a lié la théorie à la pratique. La réalité, c'est qu'on n'a pas tous ces compétences. C'est très difficile de trouver des hommes, on va parler de pourcentage, sans théoriciens qui soient capables d'être 100% praticiens. On trouvera toujours des gens qui seront dans des laboratoires, dans des cercles de réflexion, en train de réfléchir, et on trouvera toujours des hommes qui diront « apportez-nous le travail de réflexion, on va mettre sur le terrain ». Et il y en a quelques-uns qui sont au milieu, qui essaient de faire les deux. Ce n'est pas évident, ça je le reconnais.
Moi-même, je ne sais pas ce que je serais capable de faire si aujourd'hui je me retrouvais en rase campagne, cultiver un champ, abattre un arbre et tout. Déjà, si on me casse mes lunettes, là, je ne vois plus rien. Alors, vous imaginez. Donc, ça aussi. Concernant le frère Mongo, sentiment de compassion, non. Il n'y avait pas de compassion lorsque j'ai écrit cela, parce que ça fait des années, en fait, que j'écris. Tous les ordinateurs que j'ai eu à utiliser ont gardé les traces de mes écrits. Et ce sont toujours les mêmes sujets. C'est toujours l'Afrique. L'Afrique qui a faim, l'Afrique qui mange bien, l'Afrique qui mange trop, l'Afrique qui joue avec l'argent, l'Afrique qui ne voit pas le train passer, l'Afrique qui ne veut pas monter dans le train, l'Afrique qui ne regarde pas derrière où on peut puiser l'essentiel de ce dont on a besoin. Et donc c'est beaucoup plus la révolte. Et quand on est révolté, c'est vrai qu'il faut chercher à ce que les choses soient transformées sur le terrain. Charge aux lecteurs, effectivement, et aux lectrices de voir ce qu'ils pourront tirer. Parce que le livre ne m'appartient plus, c'est terminé. Moi, j'ai fini mon travail. Voilà. Si les ancêtres le permettent, demain, effectivement, j'en ferai un autre. Peut-être on en aura 4, comme le frère Awazi, je ne sais pas. Mais c'est beaucoup plus la révolte, effectivement, qui m'a motivé, qui m'a poussé, effectivement, à écrire ce texte. Et quand Mongo dit, il avait l'impression que c'est lui qui l'avait écrit, mais c'est tout à fait normal. Mongo est africain, je suis africain. Si deux Africains ne sont pas capables de penser à peu près la même chose, voilà, c'est plutôt le contraire qui m'étonnerait. Et quelque part, ça nous rappelle aussi cette unité culturelle que nous avons tendance à oublier. Parce que nous sommes un et les réalités, certaines réalités, pas les réalités, certaines réalités que l'on peut retrouver à Kisangani, en Foix, à Dakar ou à Abidjan, ce sont les mêmes. Ce sont des jeunes qui veulent étudier. Parfois, on a des revendications très simples. On veut un amphithéâtre propre. Combien d'amphithéâtres avons-nous de propres? On veut des enseignants qui arrivent à l'heure et qui nous respectent, qui ne nous montrent pas qu'ils ont étudié à Bordeaux, qui ne nous montrent pas qu'ils sont agrégés en droit romain, en droit canonique et autres. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. En tant qu'étudiant au Congo, j'ai souffert de ça. Parce que lorsqu'on a un enseignant en travaux dirigés de chimie qui dit à un collègue dehors, parce qu'il n'a pas une calculatrice qui, à l'époque, coûtait peut-être 1000 francs ou 2000 francs, CFA, et il lui dit, je suis désolé, les études, ça, je ne l'ai pas encore mis, ça viendra un jour, les études, c'est pour les enfants de riches. Ça, c'est un enseignant qui nous l'a dit à la faculté des sciences. On était choqués. Il a dit, moi, je suis un enfant de pauvre, je suis né au village. Mais à mon époque, lorsque le Congo accédait à l'indépendance, nous avions des moyens d'étudier parce que les études ne coûtaient pas cher. Je suis désolé, vous n'avez pas été capable d'acheter mon fascicule, mon polycope dont on parlait parce que c'est du commerce, c'est devenu du commerce. Tous ceux qui ont étudié en Afrique le savent. À l'époque, le polycope de ce monsieur coûtait 500 francs, donc il fallait 2000 francs pour la calculatrice. Et mon voisin, il n'en avait pas, il n'avait même pas de quoi manger. Et le professeur l'a mis dehors, il lui a dit, ce n'est pas de ma faute si vous êtes pauvre, dehors. Et qu'est-ce qu'on fait? On est révolté, mais on garde son calme. Parce que le premier qui l'ouvre, c'est fini. Il est grillé, il ne passera pas en deuxième année. Parce que déjà, mon collègue qui avait osé simplement dire « Monsieur, vous vous êtes trompé », et tout le monde savait qu'il s'était trompé, le professeur l'a menacé. Il lui a fait répéter 4 fois « C'est moi qui me suis trompé ou c'est toi ?» Le pauvre était obligé de s'aplatir, mais vraiment il s'est aplati, alors que physiquement, je peux vous dire qu'il est beaucoup plus grand que moi, beaucoup plus costaud, et ce prof, il est comme ça, il aurait pu le... Bon, il s'est calmé. Parce qu'il voulait avoir son UV à la fin de l'année. Donc c'est beaucoup plus la révolte. Et la révolte, c'est quelque chose qu'on retrouve facilement dans les écrits de beaucoup de romanciers. Voilà, moi je ne suis pas là pour parler de l'amour, de la pluie, du beau temps, mais c'est beaucoup plus mettre le doigt dans la plaie, là où ça fait mal. Alors, le diaspora, ça revient souvent, hein, c'est quand même impressionnant. Donc il y a Ngakoso qui a posé la question, et c'est également revenu auprès du frère Dibankana. C'est une question de projet civilisationnel. Au-delà du pays dans lequel on vit, au-delà de son parcours scolaire ou agricole ou autre, c'est une question de projet civilisationnel. Est-ce qu'on est conscient qu'on appartient à une communauté? Si oui, laquelle? Sinon, ok, moi je laisse tomber. Il ne m'intéresse pas celui-là. C'est celui qui me dit j'appartiens à une communauté. À quelle communauté vous appartenez? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour cette communauté? Et là, on peut essayer, c'est comme avec la laine, on peut essayer de tirer le fil pour nous amener là où on veut arriver. Le frère l'a dit, ils sont sur le terrain, ils ont des besoins qui sont concrets. Souvent, nous sommes déconnectés des réalités. Nous nous plaignons. J'ai envoyé 200 €, j'ai été escroqué. Oui, on est tous passés par là. J'ai mis une unité de production, ça ne tourne pas. Ma tante a pris, elle est allée donner à son mari qui est ivrogne tous les jours. Ça, on connaît la réalité. Mais comment faire pour corriger ça? Il faut s'inscrire dans un projet civilisationnel. Si on est capable de mobiliser les énergies, s'inscrire dans un projet civilisationnel, on peut faire des merveilles. Il y a quelques Africains parmi nous qui ont réussi à le faire.
Ils ont monté une petite unité de production, ils ne sont même pas là-bas. J'ai des témoignages qui sont vivants et c'est impressionnant. C'est parce qu'il a réussi à fédérer des gens autour de lui pour dire voilà ce qu'on peut faire. Mais si lui, il a réussi à le faire avec 5-10 personnes, on peut essayer de se rapprocher de ce genre d'individu plutôt que de rester finalement dans son coin le soir, on prend sa petite bière, on regarde Beansport, on regarde le foot. C'est vrai, c'est aussi facile de vivre comme ça pendant 10, 15, 20, 30 ans. Après, on dira là-bas, c'est pas la peine, là-bas, c'est pas la peine. Voilà, non, c'est même pire que ça. Le frère Konaté nous a parlé de son grand-père, c'est très intéressant. Et ça me fait penser également à mon grand-père maternel, malheureusement, que j'ai très peu connu, qui s'appelait Mbongito, et dont un de mes petits frères porte le nom. Ce monsieur était issu d'un gynécologue. Pourquoi j'utilise le terme gynécologue? Je ne sais pas comment on dit gynécologue dans ma langue maternelle. Et je suis obligé de l'utiliser. Il n'a pas fait l'école du blanc. Il traitait les femmes de façon traditionnelle, comme ses ancêtres le lui avaient appris. Je rebondis vers la sœur Yeno, tout à l'heure, qui a posé des bases très, très intéressantes. Il y a eu de la révolte. Je vais faire le lien avec comment on nomme l'enfant. Certains d'entre nous ne savent même pas pourquoi il porte tel nom. Bon, quand on s'appelle Jean, c'est facile. Parfois, on a regardé le calendrier. Mon fils est né le jour de la Saint-Jean, c'est fait. Ok, c'est un choix que je respecte, mais que je n'approuve pas. Ce que faisait mon arrière-grand-père, par exemple, les femmes qui avaient du mal à concevoir, elles allaient le voir. Il les traitait. Et s'il arrivait à un résultat, par exemple, pour une femme qui n'aurait que 2 enfants, il vous le dit, cette femme n'aura que 2 enfants. Mais dans cette contrée, ces 2 enfants portent des noms bien précis. Iloi et Oyua. Point final. Donc même si je vais au pôle Nord, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Iloi, je sais pourquoi il porte ce nom. Même s'il me dit c'est le nom de mon père, je suis au moins sûr que son père a peut-être un frère ou une sœur qui s'appelle Oyua. Ce monsieur avait ses compétences, il a transmis en partie à son fils. Et ce dernier, malheureusement, qui a eu beaucoup d'enfants, parce qu'il me semble que mon grand-père maternel en a eu 15, aucun de ses enfants n'en a hérité. C'était un monsieur qui vivait tranquille dans son coin. Et je me suis toujours posé cette question. J'ai fini par trouver une réponse que j'ai transmise à ma mère qui m'a dit « Tu as peut-être raison ». Peut-être qu'il a estimé qu'aucun de ses enfants, en tout cas au moment, on va dire, il fallait passer le flambeau, n'était digne de recevoir cela. Parce qu'on ne transmet pas n'importe quoi à n'importe qui. Il ne suffit pas de dire « Je m'appelle Massamba, mon grand-père ou mon arrière-grand-père est forgeron, je revendique ». C'est trop facile. Il avait un fils, Nyanga, paix à son âme, qui malheureusement avait quitté le village, qui s'était retrouvé au bord de l'océan. Il n'y avait pas de SMS à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Je ne sais même pas s'il s'écrivait. Et résultat des courses, juste avant de mourir, il a juste dit « Je veux voir ma grande sœur ». Et lui-même, il s'appelait Iloi, mais pas sur le papier. Pas sur le papier, c'est très important. Parce qu'il y avait le nom qu'on portait, qu'on donnait sur le papier et la manière dont on l'appelait. Et donc sa grande sœur est arrivée, il a juste tenu la main de sa grande sœur. Je n'ai jamais compris, on me l'a raconté plus d'une fois, mais il n'y a personne qui était capable de me dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais ce qui est sûr, ce monsieur est parti avec son savoir. Donc certains de nos anciens, certains de nos aînés sont malheureux là où ils sont. Nous n'allons pas assez vers eux. Ça aussi, c'est une problématique. Parce qu'on croit qu'il suffit d'offrir une bouteille de vin à quelqu'un et autres. Le frère qui revient du pays est capable de témoigner là-dessus. On peut apporter tout l'or du monde à une personne, mais ça ne suffit pas. Il faut questionner sans cesse. Le patriarcat et le matriarcat, je ne reviens pas là-dessus, c'est évident. Le mot intellectuel, moi je le refute. Sincèrement, je ne suis pas intellectuel et je vais même plus loin, je ne sais pas qui est intellectuel. Parce que pour moi, l'intellectuel, c'est celui qui est libre. En quoi sommes-nous libres? Quand je parle de libre, c'est libre au niveau de la pensée. L'intellectuel, c'est celui qui vit du travail de son intellect. Alors, quand on est fonctionnaire, peut-on être intellectuel? C'est faux, c'est pas possible. Quand on est membre d'un parti politique, peut-on être intellectuel? Ce n'est pas possible. Faire de la politique, c'est s'engager. Ça va totalement à l'encontre d'intellectuels. Et si nous souffrons également sur notre continent, je vais prendre l'aspect dit francophone, c'est aussi parce que nous utilisons des termes à tort et à travers. J'étais à l'école primaire, les grands frères qui avaient déjà leur brevet, ils disaient qu'ils étaient intellectuels. J'arrive au collège, les grands frères qui ont le bac, ils me disent « je suis intellectuel ». Pour moi, c'était normal. J'arrive à l'université, celui qui a la licence, il est intellectuel. Je vais chercher la définition du mot intellectuel, ça ne correspond en rien. Les Français ont créé ce mot dans un contexte bien précis lorsqu'il y avait l'affaire Dreyfus. Ce sont des hommes libres qui se sont levés pour condamner les actes d'antisémitisme dont Dreyfus était victime. Le vent est passé, ça a tourné. Aujourd'hui, ils sont même perdus, ils nous disent, il y a des intellectuels de gauche, des intellectuels de droite, ça veut dire quoi? Et nous, souvent, nous nous fondons dans cette brèche, on se casse le crâne, les dents et tout, et on est fiers. Et encore cet aspect des choses. Le frère journaliste a dit, combien d'années pour faire un médecin?
Pythagore, il me semble, a passé 22 ans de formation. Et on lui a dit, tu dois être circoncis. On ne peut pas te transmettre le savoir si tu n'es pas circoncis. Ça fait partie des rites. Nous avons des rites en Afrique. Et un jour, mon père me présente à un de ses aînés, qui le pauvre n'est pas allé à l'école, il n'arrivait même pas à prononcer ce nom-là. Il dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, comment il s'appelle? Il dit Obambé. Il dit, mais alors, pourquoi vous ne m'avez pas dit dès le départ qu'il s'appelle Obambé? Les gens se retrouvent. Une grand-mère, on va lui dire, ton petit-fils s'appelle Laurent, elle sera incapable de prononcer. Or, quand on va lui dire, ton petit-fils s'appelle Ndongo ou bien Massamba, c'est une histoire, c'est des choses qu'elle va revoir, qu'elle va revivre. Je fais une petite parenthèse, je reviens à la première histoire qui est racontée. Pourquoi ce garçon est si bien avec sa grand-mère? Parce que sa grand-mère le lui dit, tu t'appelles comme mon mari. Moi, quand je te vois, je vois mon défunt mari. Elle ne l'aime pas seulement parce qu'il est son petit-fils, mais c'est également parce qu'il porte le nom de ce dernier. Et il y a toutes ces symboliques-là qu'une partie de notre population est en train de perdre. On a parlé de nos enfants. Mais les enfants, moi je dis, il y a quelque chose de simple à faire. Il y a ce que l'école du blanc apprend et il y a la complémentarité que nous devons faire. Pas que nous pouvons faire, mais que nous devons faire. L'histoire qui n'est pas enseignée à l'école, on l'enseigne à la maison. Pas pour l'embellir, mais pour la rendre telle qu'elle a existé, ou en tout cas telle que nous l'avons reçue. Il y a des cadeaux, les poupées. Vous allez avoir un enfant noir, vous allez acheter des poupées blanches tout le temps. Mais pour vous, à votre avis, le symbole de la beauté pour cet enfant, ça sera quoi? Et après, on s'étonne que nos sœurs se défrisent les cheveux, qu'elles se décapent la peau. C'est tout à fait normal. Nous avons un héritage. Nous préférons puiser. Parfois, on dit, oui, chez nous, on est polygame. Oui, il est content. Il prend la polygamie. Mais le reste, il ne veut pas. Ah oui, moi, ma femme, elle doit me faire à manger chaque jour. Je ne dois pas manger, comme on dit en lingala, bilia ou elalaki. Donc, la nourriture de la veille, il n'en veut pas. Parce que dans sa tête, il estime que, voilà, la femme, sa place est dans la cuisine. Tous les jours, elle doit me faire à manger. Regardons l'histoire de nos sœurs, l'histoire de nos grands-mères qui ont été des reines. Les noms que le frère Raymond Semedo a cités, ça m'a fait penser à la reine du Cayor. Ce sont des femmes qui ont préféré se faire brûler plutôt que de subir la colonisation. Elles ont dit, nous avons le choix. Ou ces gens qui viennent de l'Occident vont nous dominer, ou nous nous tuons pour garder notre unité. Mais combien d'entre nous sont prêts à aller vers ce sacrifice? De ce sacrifice, nous ne l'avons plus, ou quasiment plus, ou très peu. Voilà. Merci beaucoup, vraiment. Et on a... Merci à tous. Ama